Cours d'algèbre, les formes quadratiques et la décomposition fondamentale des formes quadratiques. Donc d'abord, il faut définir ce qu'on appelle une forme bilinéaire. Donc par définition, si on se donne E un espace vectoriel de dimension n, une forme bilinéaire phi définie sur le produit cartésien de E par E dans les réels est linéaire en chacune de ces variables. Ça veut dire que pour tout quadruplé de vecteurs x, x', y, y', et pour tout scalaire lambda dans les réels, on a que phi de lambda x plus x' et y est égal à lambda de phi de x, y plus phi de x', y. La linéarité par rapport à la première variable. Et puis bien sûr, la linéarité par rapport à la seconde variable. Donc on a que phi de x et lambda y plus y' est égal naturellement à lambda phi de xy plus phi de xy'. On définit aussi ce que l'on appelle symétrique. On dit qu'une application est symétrique si pour tout couple de vecteurs xy, on a que phi de xy égale phi de yx. On en déduit la définition suivante, c'est qu'on peut plonger les applications bilinéaires dans les matrices, où on appelle que la matrice dans une base bêta de phi, c'est en fait la matrice des éléments phi de EI, EJ, où les EI sont les éléments de la base. On en déduit immédiatement un petit lemme que pour tout couple de vecteurs E, phi de xy est égal à la transposée de x, my, en équation matricielle. La proposition suivante est très utile. C'est que si on se donne deux bases β1 et β2 de l'espace vectoriel de dimension n, et si on se donne P une matrice de passage de la base B1 dans la base B2, eh bien on aura que la matrice de B2 de phi est égale à la transposée de P de la matrice dans B1 de phi multipliée par la matrice P. Donc on obtient toujours que la matrice dans β2 est égale transposée de P MP. Les deux matrices sont congruentes. Et on finit cette introduction par la définition du noyau de phi, qui est l'ensemble des vecteurs y, tels que, quel que soit x, vecteur de E, on a phi de x, y égale 0. Et on dit, phi est non dégénéré si et seulement si le noyau de phi est réduit au vecteur nul, qui est bien sûr toujours présent dans le noyau de phi. Voilà une introduction assez courte mais nécessaire pour les formes bilinéaires. Et maintenant, on passe aux formes quadratiques, le plus important. Donc, on définit Q est une forme quadratique de l'espace vectoriel E dans les réels, de la forme Q de x égale phi de xx, où phi est une forme bilinéaire symétrique. On remarque immédiatement que Q de x est égal à transposée de x, mx. Et donc, ce qui est égal à un polynôme homogène de degré 2 en les variables xi, xj de ce vecteur x. On en déduit immédiatement la proposition suivante, surtout avec la décomposition en polynôme homogène de degré 2. On en déduit que Q de lambda x, avec lambda un scalaire, est exactement égal à lambda carré fois Q de x. On a
les deux entités de polarisation suivantes, puisqu'on se place toujours sur le corps des réels et pas de corps de caractéristiques 2 ou 4. Donc on a toujours l'identité de polarisation, qui est que phi de xy, pour tout couple de vecteurs xy, est égal à la moitié de q de x plus y, moins q de x, moins q de y. Et bien sûr, la dernière identité de polarisation, c'est que phi de xy est égal à 1 quart de q de x plus y moins q de x moins y. Puis on définit un vecteur isotrope. On dit que x est isotrope si q de x égale 0. Si c'est un élément du noyau de la forme quadratique. Maintenant, on définit deux nouvelles notions. On dit que Q est positive si, pour tout vecteur x dans E, on a Q de x est supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, par symétrie, on peut déduire la même proposition pour négative. Et on définit maintenant une nouvelle notion très importante. On dit que Q est définie positive si pour tout vecteur x dans E, mais pas le vecteur nul, on a que Q de x est strictement positif. Une petite proposition évidente montre que si Q est définie positive, alors cette forme quadratique Q est bien sûr non dégénérée, par définition même. Enfin, on en arrive à la définition de la signature d'une forme quadratique. Et bien, c'est égal à un couple d'entiers RS ou RS tel que R, c'est le maximum des dimensions de F, où F est un sous-espace vectoriel de E et Q de F est défini positive. Et bien sûr, S, c'est le maximum des dimensions de F, tel que F est un sous-espace vectoriel de E, et Q restreint à F est défini négative. Donc voilà toutes les propriétés générales des formes quadratiques. Et bien sûr, pourquoi on insiste sur les formes quadratiques définies positives ? Parce qu'une norme induit un produit scalaire, donc une forme bilinéaire symétrique, définie positive. Donc, naturellement, notre forme quadratique issue de la norme, du produit scalaire, est définie positive. On en arrive au théorème fondamental de Carl Friedrich Gauss sur la réduction des formes quadratiques. Son théorème dit que toute forme quadratique, sur les réels bien sûr, est une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. Bon, donc il va le démontrer par récurrence. Donc en dimension 1, sur la dimension de l'espace vectoriel. Donc en dimension 1, bon bah c'est trivial. En dimension 2, bon, on suppose qu'on a une forme quadratique, Q de x, égale, pour simplifier les notations, ax carré plus bxy plus cy2, avec xy les variables. Donc le premier cas à symétrie près, on peut supposer que a différent de 0. Donc par l'identité bien connue, on démontre que Q de x est égal en fait à a fois x plus b sur 2a y au carré plus 4ac moins b carré sur 4a fois y au carré. Donc les deux formes linéaires sont x plus b sur 2a y et y. Le deuxième cas, bien sûr, c'est quand on a toutes les variables devant les carrés qui sont nulles. Donc dans ce cas-là, c'est quand a égale c égale 0.
Donc il nous reste dans la forme quadratique plus que Q de x égale BXY. Mais là, comme R n'est pas de caractéristique 4, on peut diviser par 4. Donc on déduit de la formule générale que B de XY égale B sur 4 fois x plus y au carré moins x moins y au carré. Donc on a résolu en dimension 2. Et en dimension 1, bien sûr, c'est trivial. Donc on suppose par récurrence que c'est vrai jusqu'à la dimension n-1. Et puis maintenant, on se donne une forme quadratique en dimension n. Donc, Q de x égale une somme des AIJ fois XI, XJ. Et il y a deux cas typiques. À permutation près, on peut supposer, dans le premier cas, que c'est A indice A1, le premier élément de la suite, qui est non nul. Donc on en déduit que la forme quadratique Q de x s'écrit A11 de x1 carré plus 2 fois la somme de i égale 2 à n de A1i fois x1 xi plus tout le reste de la forme quadratique où on n'a plus aucun terme en x1. On n'a plus que des termes avec des variables de x2 à xn. Donc, en fait, c'est une forme quadratique sur n-1, où on a enlevé la première variable, x1. Donc, cette première forme, on va la décomposer en A11 fois x1 plus la somme des A1i divisé par A11 fois xi, le tout au carré, moins 1 sur A1 fois la somme des i égale 2 à n des A1i fois xi, le tout au carré. Plus bien sûr le reste d'ordre n-1, qui par récurrence, ça marche. Donc on a supposé qu'il y avait au moins une variable devant les xi carrés qui était non nulle. Donc maintenant il nous reste le deuxième cas, où toutes les variables a et i devant les carrés sont nulles. Donc il ne nous reste plus que des termes en xi, xj avec i différent de j. On suppose bien évidemment qu'il existe un terme non nul. Donc on suppose à permutation près que c'est A12 qui est non nul. Donc on réécrit la forme quadratique où on ne garde que les termes en x2, x3 dans la première forme, l'addition de la forme quadratique, plus après toutes les autres variables en x4 jusqu'à xn. Donc, on en déduit que la première équation, c'est 2 fois A12 de x1, x2, plus 2 fois x1 fois la somme de i égale 3 à n de somme des A1i fois xi, plus 2 fois x2 fois entre parenthèses la somme de i égale 3 à n des A2i de xi. Et ça, on voit que c'est égal, cette première partie, à 2 fois la forme linéaire L1, L2, moins 2 sur A1, 2, fois la forme linéaire L1' fois L2'. Plus, bien sûr, le reste. Mais, donc la forme linéaire 1 est égale à A1, 2, x1, plus la somme de i égale 3 à n de A2i, xi. La forme linéaire L2 égale x2 plus 1 sur A1, 2, somme de i égale 3 à n de A1i, xi. La forme linéaire L1', c'est somme de i égale 3 à n des A2i fois xi. Et L2', somme de i égale 3 à n
de A1i fois xi. Et puis donc, on a deux produits de forme linéaire. Et là, on applique l'astuce géniale, qui est que 4 fois L1, L2, où L1 et L2 sont deux formes linéaires, est toujours égal à L1 plus L2 le tout au carré, moins L1 moins L2 le tout au carré. Donc, comme le reste est décomposable par la formule de récurrence, on en déduit que la première équation de Q de x est une somme-différence de forme linéaire au carré. Ce qui finit la démonstration de Carl Friedrich Gauss, absolument génial. Donc, toute forme quadratique est une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. Bon, absolument génial et fondamental. Et donc maintenant, on en arrive au théorème, la suite, le théorème absolument fondamental aussi, la loi d'inertie de Sylvester. Donc si on se donne un espace quadratique, c'est-à-dire un espace muni d'une forme quadratique, sur R, eh ben son théorème, c'est qu'il existe toujours une base orthogonale telle que la forme quadratique égale la somme de i égale 1 à p des xi carré, moins la somme de j égale p plus 1 à p plus q des xj carré. Et on dit que q, cette forme quadratique, est de signature pq. La preuve de ce théorème absolument fondamental, eh ben on reprend Carl Friedrich Gauss. Donc on en déduit que notre forme quadratique, q de x, s'écrit comme une somme de i égale 1 à n des lambda i fois l'application linéaire li de x au carré. Donc on va construire la nouvelle base qui est pour les lambda i différents de 0, on en a ce qu'on va noter p plus q. Donc on a p plus q lambda i non nul et des lambda i égale à 0. Bon. Donc, on va s'intéresser aux premières formes linéaires qu'on va réarranger à notation près. On va construire pour chaque application linéaire LI, on va construire son application, son vecteur orthogonal, et donc on va déduire une base de toutes les formes linéaires LI étoile, que l'on complète après en une base orthogonale. Ce qui implique que dans cette nouvelle base, B', eh ben Q de x s'écrit comme la somme de i égale 1 à P plus Q des lambda i xi carré. Puis après, dans chaque élément de cette base, nouvelle base, on va la normer pour la forme quadratique. C'est-à-dire qu'on va transformer cette base en une nouvelle base, telle que le nouveau vecteur de base EI', c'est égal au vecteur EI de la base de Gauss, divisé par la racine carrée de la valeur absolue de lambda i. Et de là, on a normé la forme quadratique et on en déduit que la forme quadratique de x, dans cette nouvelle base, s'écrit comme dans la loi d'inertie de Sylvester, c'est-à-dire une somme de i égale 1 à p de xi carré, moins une somme de j égale p plus 1 à p plus q de xj carré.
Pour l'unicité, maintenant, pour finir, on suppose qu'il existe deux bases orthogonales, B1 et B2, telles que la forme quadratique dans la base B a comme signature RS, et la forme quadratique dans la base B' a comme signature R'Q'. Donc, on voit par les théorèmes sur les matrices que il existe une matrice P dans le groupe linéaire GLN de R, telle que la matrice dans la base B' est égale à P, la matrice dans la base B, fois P-1. On en déduit immédiatement, par la stabilité des sous-espaces vectoriels par les matrices, que les RS définissent des sous-espaces vectoriels de dimension R de valeur propre 1 et dimension S de valeur propre -1, qui sont stables par composition matricielle. Donc on en déduit l'unicité de la décomposition de la signature d'une forme quadratique.